Il faut parcourir 1500 km à l'est des côtes australiennes dans le Pacifique Sud pour atteindre la Nouvelle-Calédonie. L'archipel gravite autour d'un axe central, la Grande Terre. L'île principale s'étire longuement sur 400 km. Elle est bordée par le plus vaste lagon du monde. À l'abri du récif corallien, le lagon couvre un espace 1,5 fois plus vaste que l'île qui l'entoure. La Grande Terre, surnommée le Caillou, n'est pas née d'une éruption volcanique. Elle s'est détachée d'un bloc continental qu'elle formait avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les origines de l'île expliquent la formidable richesse minérale du sous-sol. Mise au jour par l'érosion, les roches alternent le noir et le rouge selon leur composition chimique. Mais aucune ne peut rivaliser en intensité avec le bleu du lagon. La Nouvelle-Calédonie est isolée depuis 80 millions d'années. Pour cette raison, 75% des espèces végétales sont endémiques, mais beaucoup de plantes tropicales très répandues furent importées dans l'archipel. C'est également le cas pour les animaux. Au XIXe siècle, on introduisit un cervidé, aujourd'hui bien acclimaté, le cerf de Java. Parmi les oiseaux locaux, le cagou est emblématique. Il risque de disparaître car il est incapable de voler pour échapper aux prédateurs, jadis inexistants. La Nouvelle-Calédonie fut une colonie pénitentiaire dès son annexion par la France en 1853. Mais les revendications du peuple kanak autochtone changèrent le destin de l'île. Elle est toujours française et européenne, mais elle n'est plus un territoire d'outre-mer. L'État français partage un certain nombre de compétences avec la Nouvelle-Calédonie. L'archipel est devenu une collectivité territoriale où le Congrès peut voter ses propres lois. Les Mélanésiens ou Kanaks forment près de la moitié de la population. Les Européens se répartissent entre les métropolitains installés récemment et les descendants des anciens colons. Les Mélanésiens ont fait de la Grande Case un des symboles forts de leur culture. C'est l'endroit où le chef du clan vivait autrefois. Au sommet, la flèche fêtière, un attribut du pouvoir qui a inspiré l'architecture contemporaine. Le lycée du Grand Nouméa a même été dessiné en forme de flèche fêtière. Le respect des traditions s'accommode de la croissance démographique. En un siècle et demi, la seule population d'origine européenne a été multipliée par 120. Les Européens apportèrent leurs traditions. Le cricket fut adapté par les missionnaires protestants anglais. Les missionnaires catholiques français introduisirent leurs coutumes religieuses. En propageant leur foi, ils préparèrent le terrain aux institutions politiques tout en multipliant les références au monde occidental. Les influences surnaturelles et la possibilité d'améliorer leur ordinaire incitent beaucoup de Calédoniens à jouer. Les paris en tout genre font l'objet d'enjeux parfois considérables. On prend les paris sur les courses les plus inattendues. L'agriculture est une activité traditionnelle, même si à peine 10% du territoire lui sont consacrés. L'igname occupe une place essentielle parmi les plantes alimentaires. Les agriculteurs représentent moins de 10% de la population. La grande majorité des terres agricoles sont mobilisées par le bétail. Leurs ressources n'ont rien à envier à celles de l'océan. Le Pacifique joue un rôle vital dans les relations avec l'extérieur. Toute la production minière est exportée par bateau, notamment le minerai de nickel, qui assure à lui seul plus de 90% des exportations.
Sur la terre ferme, les moyens de communication relient les extrémités de la Grande Terre. Malgré le relief et les nombreux cours d'eau, les échanges sont permanents. L'avion raccourcit les distances sur la Grande Terre et à travers les îles de l'archipel. Mais avec l'essor des communications, il n'est pas toujours nécessaire de se déplacer. L'extraction minière consomme beaucoup d'énergie électrique qu'il faut produire en grande quantité. Le tourisme se développe. Les visiteurs japonais sont les plus nombreux. Le secteur touristique est devenu le deuxième pourvoyeur d'emplois. Le potentiel de la Nouvelle-Calédonie est considérable. Le lagon est à lui seul un atout majeur. Et quand la plongée est terminée, le sable corallien mérite qu'on s'y attarde. D'ailleurs, les structures hôtelières se mettent en place en valorisant les matériaux et les traditions du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie porte bien haut le rouge et le bleu. Au sud de la Grande Terre, Nouméa est la capitale. C'est la seule vraie ville de l'archipel. Plus de la moitié de la population calédonienne vit dans le Grand Nouméa. Le site a été remarqué par un ancien marin britannique. D'ailleurs, le plan géométrique de la cité est d'inspiration anglo-saxonne. La rade met les bateaux à l'abri de la houle de l'océan. Mais on n'est jamais éloigné du large. Autre avantage, les eaux sont suffisamment profondes pour accueillir les bateaux à fort tirant d'eau. Autant de raisons qui incitèrent à installer ici la capitale. L'océan fait partie de la vie de Nouméa. La pêche au gros est l'occasion de mesurer son habileté avec des arguments de poids. Quelle que soit leur taille, la quasi-totalité des prises réalisées par la pêche industrielle au large de la Nouvelle-Calédonie sont exportées au Japon. Quant aux espèces disponibles au marché aux poissons de Nouméa, le client a l'embarras du choix. Le poisson du lagon, vous avez du bec de canne, vous avez des loches grisettes, vous avez la loche saumonée, vous avez le perroquet. Alors vous pouvez avoir perroquet bleu, perroquet chocolat, perroquet rose, ce qu'on appelle aussi le perroquet chinois. Ça vous va? Une partie du centre de Nouméa a été gagnée sur la mer. Et les rues ont été tracées au cordeau autour de la place des Cocotiers. Sur la place, un kiosque à musique a été construit par les bagnards. À l'origine, la ville fut baptisée Port-de-France. Une appellation qu'elle mériterait encore, car c'est la première ville francophone du Pacifique. Mais à Paris, à 20 000 km de là, la confusion était grande avec Fort-de-France, la capitale martiniquaise. Pour éviter de s'égarer, le nom de Nouméa fut imposé par Napoléon III. Les références à l'histoire et aux institutions françaises sont légion. Même la présence américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale n'a pas réussi à faire de l'ombre au général de Gaulle. Alors que les habitations étaient en bois, on comprend que la cathédrale Saint-Joseph impressionna les autochtones lorsque les catholiques l'édifièrent. Malgré le choc des cultures, les lieux de culte occidentaux, comme le temple protestant, ont rapidement recruté de nombreux fidèles parmi la population mélanésienne. Depuis l'époque de Port-de-France, le temps a passé très vite et Nouméa a beaucoup changé. Les Bagnons ont survécu parce que la ville a su conserver ses racines. Bien sûr, il a fallu donner un logement aux habitants qui n'ont pas cessé d'affluer. En un siècle et demi, la population de Nouméa a été multipliée par plus de 200. Les flamboyants en fleurs s'allument au pied des nombreuses collines qui s'élèvent en ville. Dès la période coloniale,
On y a construit de belles résidences, aujourd'hui en voie de restauration. Très recherchées, les collines bien ventilées rendaient plus supportable le séjour des métropolitains, peu habitués à la chaleur tropicale. Les traditions peuvent aussi trouver leur place lors des jeudis du centre-ville. Ce jeudi-là, un marché artisanal expose les talents que les Mélanésiens développent depuis des siècles. On révèle les secrets de fabrication transmis de génération en génération. Et on explique aux néophytes comment tresser une couronne végétale. Les traditions ancestrales suscitent au musée de Nouvelle-Calédonie une attention tout aussi grande. Il abrite une magnifique collection de flèches fêtières. Le sculpteur n'est pas un simple artisan. Ses mains sont guidées par les ancêtres pour produire un objet qui prend une dimension religieuse. L'objet peut remplir une fonction précise, comme les chambranles de porte dans une grande case. Mais il établit surtout le contact entre le quotidien et le sacré. Pierrette Amahan. Elles sont avant tout la matérialisation de la force invisible. Tous ces visages sont la représentation d'ancêtres protecteurs que l'on va mettre sur la case et qui vont symboliser le fait que le monde invisible a une réelle importance dans la vie de tous les jours et que ces deux mondes sont parallèles. On considère ces objets comme des objets habités, donc ce sont des gardiens. Le monde invisible a sans doute inspiré la conception du centre culturel Jean-Marie Tjibaou. Il est composé de 10 grandes cases réalisées en bois et en verre. On a gardé l'aspect inachevé pour exprimer le devenir de la culture traditionnelle. Le centre culturel fut dédié au leader indépendantiste modéré qui mourut assassiné par un extrémiste en 1989. À travers l'architecture traditionnelle, il s'agit de montrer les relations de la culture mélanésienne avec la nature. Les formes découpées par la nature doivent influencer celles que l'homme dessine. L'harmonie est à ce prix. L'informatique a fait son entrée dans la grande case, mais la forme circulaire et les proportions de l'édifice n'ont pas changé. Les traditions venues de métropole ont été bien assimilées. Elles ont même trouvé un terrain très favorable. Nouméa est un site idéal pour la pratique de différents sports nautiques, entre autres le kitesurf. La ville vit en symbiose avec l'océan. L'océan à la ville à la plage. Pas étonnant que Nouméa se donne parfois un petit air de Californie. Et quand vient le couchant, impossible de dire où finit le rouge et où commence le bleu. Le bleu de l'océan et toutes ses composantes ont été réunis dans l'Aquarium des Lagons, ouvert en 2007. La vie dans le lagon repose sur un équilibre subtil entre les différents acteurs. Chacun maîtrise à la perfection la technique du camouflage pour se fondre dans le décor et échapper au regard du prédateur à l'affût. Le récif de la Nouvelle-Calédonie méritait bien un tel outil pédagogique. Richard Farman. La Nouvelle-Calédonie recèle parmi les plus grands ensembles récifaux du monde et notamment vraisemblablement le plus grand lagon du monde, donc une mer intérieure enchâssée par un récif barrière quasiment continu tout autour de la Grande Terre. La particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi de s'étaler sur plusieurs degrés de latitude et de longitude, ce qui fait qu'on rencontre dans les milieux coralliens
une faune et une flore qui peut aller de pratiquement tempérées, voire tempérées froides, jusqu'à des eaux quasiment équatoriales dans le nord. Dans le lagon, la raie manta déploie toute son envergure. Les eaux du lagon sont séparées de l'océan par le récif de corail. Une barrière redoutable, capable d'arrêter les vagues, mais aussi les bateaux qui s'en approchent. L'eau peu profonde et l'absence de vagues facilitent la création d'îlots de sable où la végétation prend vite pied. Grâce à la faible profondeur du lagon, l'eau est plus chaude et plus claire que dans l'océan. La tentation est grande de s'y arrêter. L'îlot Amédée signale le récif par un phare. La tour métallique a été construite à Paris et transportée ici au XIXe siècle. On a choisi d'élever un phare en métal parce qu'à l'époque, on ne trouvait dans l'archipel ni tailleur de pierre, ni maçon. À 70 km au sud-est de la Grande Terre, l'île des Pins. Le capitaine Cook, un navigateur anglais, fut le premier Européen à découvrir l'île au XVIIIe siècle. Mais il ne débarqua point car son bateau ne put s'approcher des côtes. Le marin britannique baptisa tout de même l'île, où se dressent les silhouettes fantomatiques des pins colonnaires. La végétation peut revêtir des formes tourmentées, mystérieuses sur l'île des Pins, une île habitée depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Les arbres étranges peuplent une île qui a connu dans le passé les jours sombres de la déportation et du bagne. Après l'insurrection de la Commune à Paris, après certaines révoltes en Algérie, des milliers de personnes furent condamnées à l'exil. Les forçats débarquaient ici au terme d'un voyage qui durait 6 mois. Le bagne cessa toute activité en 1910. Les corps des prisonniers décédés pendant la déportation restèrent sur l'île. Une fois ici, il était impossible de s'échapper. Le passé est loin désormais. Les populations locales tirent le meilleur des terres de l'île. Les petits tubercules comme ça, là, ouais. Des moyennes comme ça ou des plus petites comme ça. Des plus petites comme ça, on fait des petites putes, ouais. Comme ça, là. L'igname entre dans la préparation du bougna, le plat traditionnel mélanésien. Marguerite Wemama traite l'igname avec le respect dû aux ancêtres. On a plusieurs sortes de couleurs d'igname. On a les blanches, les violets comme ça, il y a les mauves, il y a les jaunes. Quand c'est la saison des ignames, on fait avec les ignames. Après, quand il n'y aura plus, ben, ce sera le taro, la patate douce, la banane. Mais il faut d'abord allumer un bon feu de bois. On chauffe des pierres et on assouplit des feuilles de bananier qui vont servir d'enveloppe. Mais ce n'est pas tout. On a les feuilles de cocotier. Celles-ci assurent la rigidité du plat. Quant aux feuilles d'aluminium, c'est la rançon du progrès. On arrose de lait de coco un ragoût de poulet, de poisson ou de fruits de mer. L'ensemble est fermé hermétiquement. C'est important, car la cuisson homogène des aliments en dépend. Un gros travail qu'on entreprend seulement pour les grandes occasions. Parce que quand il y a les mariages, les baptêmes et tout ça, les deuils et tout ça, ben, on fait les bougnats comme ça. Et ça, on partage. Sur les braises brûlantes et les pierres chauffées à blanc, on dispose plusieurs bougnats. On ajoute des feuilles vertes qui vont produire de la vapeur. Et on couvre de terre pour une cuisson à l'étouffer. Ensuite, il faut de la patience, car la cuisson doit être longue. En attendant le repas, les enfants jouent au cricket au pied du papayer.
Là, c'est le... On déterre la terre et carton. Après, on va enlever les pierres. Après, on va les mettre dans les plats, là. Vient enfin le moment de récupérer le bougna. Après 1h30 à 2h d'une cuisson à feu doux, les ingrédients ont échangé leur saveur et leur parfum. Il ne reste plus qu'à déguster. Aujourd'hui, c'est dimanche à Wao, le village principal de l'île. On compte environ 60% de catholiques en Nouvelle-Calédonie. Ici, la pratique religieuse est compatible avec les croyances traditionnelles. De toute la paroisse, les fidèles arrivent pour assister à la messe dans une église fondée par des missionnaires français. Parfois, la sortie de la messe est saluée par une averse tropicale. Quand il pleut le dimanche après-midi, les femmes s'adonnent à l'un de leurs passe-temps favoris, le bingo. Dans le plus grand calme, la partie se déroule selon un rituel immuable. On respecte scrupuleusement les règles, même si les sommes engagées ne déchaînent pas les passions. Petit 7, 59, 33, pour les 7, 29, 26, 19, 29, 82. La meilleure façon de respecter la nature, c'est de passer inaperçu. Dans un recoin de la baie d'Oro, un hôtel presque invisible a réussi la symbiose entre confort, nature et traditions ancestrales. À l'est de la Grande Terre, les îles Loyauté, Ouvéa, Lifou, la minuscule Tiga et Maré, la plus méridionale. Le premier Européen qui les a localisées à la fin du XVIIIe siècle est un amiral français. À la différence de la Grande Terre, les îles Loyauté possèdent des origines volcaniques. Les volcans se sont effondrés et le récif corallien s'est soulevé. Les îles comme Maré sont formées par l'ancien récif, composé de plusieurs couches de calcaire rongées par l'océan. Le plateau friable subit l'érosion marine sur des côtes profondément découpées. Sur le sol calcaire pousse une végétation spécifique, différente de celle de la Grande Terre. L'île connaît aussi une érosion intérieure, provoquée par le ruissellement des eaux de pluie. La vie dans les îles Loyauté aurait pu s'écouler paisiblement sans que rien ne vienne la perturber. Mais les îles étaient riches en bois de santal, très convoité. On extrait du santal une huile essentielle utilisée en parfumerie. Au XIXe siècle, un commerce intense se développa autour de ce bois que l'on brûlait comme l'encens.
Mais les habitants ont toujours disposé d'autres ressources naturelles. Exemple, les avocats, originaires d'Amérique centrale. Les cases carrées sont typiques de marais. On leur juxtapose souvent des cases modernes. La quasi-totalité de la population aux îles Loyauté est d'origine mélanésienne. En effet, les autorités coloniales françaises décidèrent d'en faire une réserve autochtone, interdisant aux Européens de s'y établir, le but étant de protéger les habitants. Lifou est la plus grande des Loyautés. Elle couvre une étendue supérieure à la Martinique. Le corail désagrégé a produit du sable en quantité. Les origines de l'île ne font pas de doute. Le volcan effondré a fait apparaître le récif corallien. Les côtes de l'île ont vu débarquer des Polynésiens sur leurs pirogues plusieurs siècles avant les Occidentaux. D'ailleurs, les influences polynésiennes sont nettement perceptibles sur les Loyautés. L'habitat traditionnel mélanésien, la case ronde, est le logement naturel. Toutes les parties de la construction ont une portée symbolique. Ainsi, la porte basse oblige à s'incliner pour entrer, par respect envers les ancêtres. Les catholiques français et les protestants polynésiens se livrèrent à une lutte d'influence. Même si 90% des habitants sont protestants, la coutume est toujours très vivante. Dans la tribu de Wet se trouve une des grandes chefferies de Lifou. Les influences extérieures se retrouvent aussi dans la végétation. Les papayes sont arrivées d'Amérique centrale. Beaucoup d'espèces exotiques sont venues enrichir les végétaux locaux. Une orchidée, elle aussi venue d'Amérique centrale, s'est faite ici une place au soleil. On la cultive pour ses fruits allongés et parfumés, le vanillé. Les autorités coutumières cohabitent avec les institutions républicaines. Ainsi, Lifou abrite le siège administratif de la province des îles Loyauté. En face se tient le marché, où cohabitent aussi les espèces comme la chayote, surnommée chouchoute ou christophine, que l'on rencontre partout sous les tropiques. Autre fruit répandu, le pomelo, un gros agrume souvent assimilé au pamplemousse. Le pomelo est le croisement d'un pamplemousse et d'un citron. Chez le pomelo, la chair est moins amère. Les femmes revêtent leurs plus belles robes lors des grandes circonstances. Un mariage, par exemple. On rivalise d'élégance quand vient le moment de la photo de famille. Comme il n'est pas question de la rater, 2 précautions valent mieux qu'une. Quand les missionnaires sont arrivés, ils ont trouvé indécent le pagne que portaient les femmes. Ils ont donc imposé la longue et ample robe mission. Modernité et tradition, Lifou a réussi le mélange des époques et des cultures. L'île d'Ouvéa est un atoll. Le volcan originel s'est effondré, mais le récif n'est pas remonté aussi haut que dans les autres îles. L'ancien récif entoure en partie le lagon central qui subsiste. On y pêche à l'épervier, un filet circulaire lesté de petits plombs, qui suscite l'intérêt des pêcheurs concurrents. À Ouvéa, le calcaire corallien du récif initial a également subi l'érosion marine. Sur la côte est, la plus élevée, les falaises sont creusées de profondes excavations.
Les grottes sont tapissées de concrétions calcaires. D'après la légende, des dieux trouvèrent ici refuge lorsque l'île d'Ouvéa fut envahie par des peuples de la Grande Terre. Malgré les apports extérieurs, les îles Loyauté ont soigneusement préservé la culture mélanésienne. En dépit des invasions, du déclin démographique et des rivalités tribales, les Loyautés ont conservé leurs coutumes et leur mode de vie. La région qui s'étend au sud-est de Nouméa est souvent appelée le Grand Sud, parce qu'elle s'ouvre sur l'océan, mais surtout parce que l'espace ne rencontre pas de limites posées par l'homme. La terre rouge, gorgée d'oxyde de fer, la latérite, témoigne de la densité des minerais. À Goro, un important complexe contribue à transformer le minerai de nickel. La Nouvelle-Calédonie assure environ 13% de la production mondiale, mais elle possède le tiers des réserves. Jusqu'au cap Ndoua, à l'extrémité de la Grande Terre, le rouge s'impose au bleu de l'océan. Plusieurs rivières suivent un cours plus ou moins tranquille, selon la dénivelée du terrain. Parfois, une rupture se produit, comme aux chutes de la Madeleine. Le débit dépend aussi des activités humaines. Le barrage de Yaté retient l'eau de la rivière du même nom. C'est la plus grande retenue d'eau douce en Nouvelle-Calédonie. Ici aussi, le rouge joue constamment avec le bleu. Le lac du barrage a inondé l'ancienne vallée et englouti la végétation. Depuis la mise en service du barrage à la fin des années 1950, les arbres comme le niaouli, à l'écorce claire, ont les pieds dans l'eau. Ce cousin de l'eucalyptus prouve ainsi son étonnante résistance à l'humidité. Dans sa plus grande largeur, la Grande Terre ne dépasse pas 60 km. Au départ de Nouméa, pour remonter jusqu'au nord la côte est de la Grande Île, il faut d'abord prendre la route en direction de Bourail. Le fort de Teremba servit aux Français de quartier général, puis de colonie pénitentiaire à partir de 1885. Les riches pâturages de la Grande Terre sont favorables à différentes races d'élevage importées d'Europe. Elles se sont bien adaptées malgré le climat tropical. Les bovins dominent le cheptel calédonien. Aujourd'hui, la plupart des terres agricoles sont le domaine des stockmen, les cow-boys version australienne. Le bétail est en effet désigné par le terme stock en Australie. À la fin du XIXe siècle, les autorités coloniales ne voulaient pas que les seuls Européens installés sur la Grande Terre soient des anciens bagnards. On recruta des volontaires, notamment en Alsace-Lorraine, pour organiser l'élevage extensif. Mais qu'est-ce qu'un stockman? C'est celui qui garde les troupeaux de bovins, quoi, de vaches. Et voilà, c'est notre vie, c'est de s'occuper à cheval, de les rentrer, de les baigner, de les trier, les changer de parc, quoi. Celui-là. Le métier est dur. Alors comment devient-on stockman? Ici en Calédonie, on devient stockman, c'est par génération, quoi. On commence dès le plus jeune âge, à peu près à 4 ans, quoi. On se fait traîner par le père. On suit avec un cheval doux. Et puis, voilà, on devient stockman sur le tas, quoi. L'authentique stockman
se reconnaît à son fouet, à ses bottes ornées d'un éperon et à l'inévitable chapeau, indispensable contre les ardeurs du soleil tropical. Tous les ans, au mois de mai, à Boulou-Paris, se déroule la fête du cerf, de la crevette et de l'écrevisse. La crevette est devenue le deuxième produit à l'exportation de Nouvelle-Calédonie. Une attraction mobilise particulièrement l'attention. Les paris sont ouverts. La 2, la 1 et la 3. Allez, c'est bon, c'est parti. C'est la course des écrevisses. Une course haletante. Voilà. Avec leurs 8 pattes, les écrevisses sont capables de performance. Comme toute course, hein, on met les écrevisses dans les starting blocks, hein, et puis au coup de feu, c'est le démarrage complet. Et puis il faut les encourager très fort, bien sûr, hein, pour qu'elles arrivent. Donc c'est une course de 1500 mm, hein, et le temps record, c'est de 63 secondes, voilà quand même. Hein. Donc c'est le record mondial établi. À Boulou-Paris, quand on fait la fête, l'influence polynésienne, comme celle des autres terres françaises, est au rendez-vous. Pour atteindre la côte Est, il reste à traverser la Grande Terre. Dès le milieu du XIXe siècle, on y découvrit le minerai de nickel. La seule région de Tio a fourni 30% du minerai exporté en un siècle et demi d'exploitation. Les mines de la région produisaient un minerai qui pouvait contenir jusqu'à 20% de nickel. Aujourd'hui, les techniques ayant évolué, la rentabilité est assurée avec un minerai 10 fois moins riche en nickel. Un chapitre entier de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est écrit au musée de la mine à Tio. Maurice Fels. Le nickel néo-calédonien, ce qu'il faut savoir, on n'en parle pas assez, c'est qu'il est très propre par rapport au nickel venant d'autres pays. Hein. Un minerai en tout cas qui porte bien son surnom d'or vert. À partir de Tio, en montant vers le nord, la route s'éloigne du littoral abrupt et continue à l'intérieur. Pour franchir le col de Petchekara, la route impose ses horaires. La circulation est alternée selon des horaires précis, car la piste est à certains endroits très étroite. Par temps de pluie, elle peut être dangereuse. La côte orientale, la côte au vent, est soumise aux alizés qui déversent leurs pluies sur les collines. Les pluies verdissent les collines et gonflent les rivières qui débouchent dans l'océan. Le capitaine Cook débarqua sur la côte au vent. La ressemblance avec les paysages d'Écosse, Caledonia en latin, lui inspira le nom de Nouvelle-Calédonie. Sur le rivage et dans l'eau se dressent d'impressionnants rochers de calcaire noir. Les rochers de l'Indéralic doivent leur nom à une tribu voisine. Dans la baie de Yengen, la roche a pris des formes surprenantes. D'un côté de la baie, elle a reproduit un sphinx. De l'autre côté, la nature fantaisiste a sculpté une poule occupée à couver. Au nord, la corniche calédonienne est fendue par la vallée de la rivière Wayem. Impossible de la traverser à pied sec sans utiliser un monument de Nouvelle-Calédonie, le dernier bac en service. Vestige de l'époque où les ponts étaient pratiquement inconnus, le bac de la Wayem reste précieux. En attendant son arrivée, on goûte aux produits locaux.
cascade de Tao enjambe un mur de calcaire noir. Pour pénétrer sur le territoire des tribus, il faut faire la coutume, offrir un petit présent au chef de la tribu. On peut aussi faire vivre l'artisanat local. La pierre à savon est un calcaire dense mais tendre. Dans le village de Puebo, l'activité est fébrile. Ici, chaque année, un festival met en valeur toutes les activités artistiques traditionnelles. Les scènes de la vie quotidienne rayonnent de couleurs et chacun y met du sien. Un travail utile à la mémoire collective, ponctué par les rythmes et les chorégraphies des tribus. Plus on monte vers le nord, et plus la nature devient sauvage. Peu à peu, on voit s'effacer la chaîne de montagnes centrales. La vie se fait de plus en plus discrète. Dans le petit village d'Arama, le cheval vapeur semble n'être jamais arrivé. Au bord de l'océan, la mangrove resserre les mailles de son réseau. Parfaitement adaptée à un sol instable, elle s'étend jusqu'à la limite de la Grande Terre. L'extrémité de la Grande Terre possède une flore très riche. On a dénombré près de 3400 espèces végétales en Nouvelle-Calédonie et on estime qu'il en reste plusieurs centaines à découvrir. Les plantes du littoral sont souvent les plus communes, car leurs graines circulent facilement d'île en île. Les autochtones connaissent bien les vertus de chacune. Traditionnellement, à l'époque, les vieux utilisaient les feuilles en tisane pour faire en inhalation quand on a les rhumes, enlever les rhumes, la toux, la grippe. C'est de génération à génération que l'on se transmet les propriétés des espèces végétales. L'arbre que vous avez là, c'est un arbre qu'on appelle l'arbre à moustique. Et son nom en langue vernaculaire, c'est le pholope. Son nom scientifique, c'est le Gecherada speciosa. Donc l'utilité de cette plante, à l'époque, nos vieux utilisaient les fleurs de la plante. Donc ils ramassaient les fleurs et ensuite bien le macérer dans la main. Ça vous dépose une plaque d'huile sur la main et ensuite on applique ça sur les piqûres de moustiques. La pirogue traditionnelle équipée d'un pont, d'une voile et d'un flotteur est venue des îles Tonga à la fin du XVIIIe siècle. Grâce à elle, les Mélanésiens ont élargi leur horizon bien au-delà du lagon. Une fois qu'on a traversé la pointe nord de la Grande Terre, il suffit de se laisser descendre le long de la côte ouest pour découvrir un panorama quasi complet de la géographie calédonienne. Sur la côte, à hauteur de Koumak, le passé géologique de l'île surgit sous la forme d'énormes rochers. Colonisés par la végétation,
les rochers constituent un site propice à l'escalade. La chaîne de montagnes centrale culmine à 1629 mètres. Sur la côte ouest, une plaine sépare le relief du littoral. En plusieurs endroits, elle est couverte par la mangrove, inondée d'eau salée lors des grandes marées. Les palétuviers dessinent des surfaces aux contours aléatoires. Et quand on la laisse faire, la nature s'exprime par grands coups de cœur. Le milieu géographique détermine le mode de subsistance des populations locales. Le village de Hunjo vit de la pêche. La côte sous le vent, plus au sud, est couverte d'une savane herbeuse qui a remplacé la forêt originelle. Un terrain propice à l'élevage des cervidés. Des bassins d'élevage de crevettes tropicales fleurissent le long de la côte. Ici aussi, le lagon étale ses incroyables dimensions. Sur sa longueur de 1600 km, le récif connaît peu d'interruptions comme la faille de Poé. À hauteur de Bourail, se dresse une des formations rocheuses les plus spectaculaires de Nouvelle-Calédonie. Dans un bloc de quartz monumental, un sculpteur géant a ouvert la roche percée. À l'avant, le rocher Bonhomme défie l'océan. En direction de Nouméa, les formations coralliennes sont pratiquement dépourvues de végétation. Mais fin décembre, une espèce végétale très rare sous les tropiques fait son apparition. Le sapin de Noël. Place des cocotiers, les palmiers royaux ne s'étonnent plus de sa présence, ni de celle à leurs pieds du marché de Noël. En plein été austral, on a un peu de mal à croire au Père Noël. Mais une fois les décorations allumées, plus de doute. La magie s'installe. Noël sous les tropiques se doit d'être différent. D'où l'intervention des mères Noël, devant lesquelles les enfants de tous âges ne peuvent que rester bien sages. L'événement du jour, une arrivée triomphale, celle du Père Noël en personne. Les rennes n'ont pas quitté la Laponie. En Nouvelle-Calédonie, la température est bien trop élevée pour eux. Le Père Noël adore les bains de foule. Le maire de la ville épaule la star du jour dans cet exercice où il ne faut pas faire de jaloux. L'ambiance place des Cocotiers est celle d'une grande première à Hollywood. Prochaine étape, la mairie. Nouveau bain de foule.
que les enfants de Nouméa sont toujours très chaleureux pour vous accueillir. Et ils sont chaque année de plus en plus nombreux. Alors, est-ce que vous avez été sages? Est-ce que vous croyez qu'on peut remettre les clés de la ville au Père Noël pour qu'il rentre dans vos maisons? Merci Père Noël, encore une fois, pour votre fidélité à cette ville de Nouméa. Le Père Noël et les clés de la ville. Une tradition bien exotique à cette latitude. La Nouvelle-Calédonie entretient des traditions multiples. Occidentales ou mélanésiennes, elles finissent par se confondre sous le ciel de la Grande Terre, là où fusionnent le rouge et le bleu.